Au final, est-ce que c'est si grave d'être le fou du bus? C'est ce qu'on va voir dans ce podcast. Le fou du bus. Très vite, on va rentrer. Je vous expliquerai pourquoi j'ai appelé ce podcast-là comme ça. Pour moi, ce concept, c'est vraiment un concept. Je m'attends même pas à ce qu'il explose en vrai. C'est vraiment un concept où je vais venir mettre mes pensées les plus sombres, les plus joyeuses, les moments de win, les moments de lose. Mais c'est vraiment un exutoire, ça va être un exutoire pour moi. Je vais vraiment essayer de créer une communauté, une safe place autour de tout ça. Et qu'on soit 10, 15, 20, 25, peu importe, l'objectif c'est vraiment qu'on se partage nos pensées et qu'on avance. Il y a des groupes qui vont se créer par rapport à ça, où on se verra en physique pour discuter, pour échanger, pour avoir des moments où on n'est pas seul, parce que ça peut être très compliqué. Tu peux mettre ton mail, hein, il y a un lien en commentaire, tu peux mettre ton mail, c'est lefootdubus.com, tu t'inscris. Enfin bref, je vends rien, j'ai rien à donner pour le moment, j'ai rien à vendre. C'est juste inscris-toi pour être au courant justement quand il y aura ces rassemblements. Enfin bref. Pourquoi avoir appelé ce podcast Le Fou du Bus? Déjà, avant qu'on commence, je veux expliquer pour moi c'est quoi un fou du bus. Et puis, il faut voir que j'ai pris quelques notes. Donc, de temps en temps, je regarderai. Enfin, c'est pas des notes, c'est des points plutôt que je veux pas oublier, les points dont je veux parler dans ce podcast. Donc, premier point pour moi, c'est quoi un fou du bus? Le fou du bus, littéralement, c'est ce mec qui rentre dans le bus et qui est complètement fou, qui raconte n'importe quoi, souvent qui parle tout seul. 90% du temps, on a l'impression qu'il a perdu la tête, il est souvent clochard ou SDF. C'est vraiment le mec à part. C'est vraiment une personne qui est à part de la société, qui est en marge de la société. Et déjà, ces personnes, on les aime pas en général quand on dit, par exemple, l'expression quand tu dis à quelqu'un, ouais, toi t'es le fou, ouais, lui c'est un fou du bus, c'est péjoratif un peu, hein. C'est pour dire que cette personne, ben, elle est à côté de la plaque, tu vois. Et pour moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de démanteler justement dans ce podcast, le fou du bus, c'est que c'est pas grave d'être à part. Moi, je me suis senti à part très 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 longtemps et on va en parler tout à l'heure. Mais voilà, pour moi, c'est ça le fou du bus. Et vous savez, j'ai une période de ma vie assez sombre où il y avait plein de pensées. Voilà, on va pas aller plus loin dans ça, en tout cas pas dans cet épisode du podcast. Et où je parlais à tout le monde. Donc, je me suis mis à parler à des SDF, je me suis mis à parler à des personnes riches, je me suis mis à parler à plein de gens autour de moi. Et les discussions, très souvent, les discussions les plus profondes que j'avais, en tout cas les gens qui se livraient le plus, c'était justement ces SDF, ces clochards, ces fous du bus. Qui, eux, j'ai l'impression qu'ils se livraient plus à moi parce que j'ai l'impression qu'ils se disaient qu'ils n'avaient plus rien à perdre, en fait. Ça veut dire qu'ils me racontent leur vie ou qu'ils me racontent pas leur vie, ben, au final, ça changera rien, en fait, à leur vie actuelle, tu vois, à ce qu'ils vivent maintenant. Donc, souvent, je prenais des discussions avec des gens que tout le monde me disait « Attention, ces gens-là sont fous ». Et au final, je me rends compte que ben, on avait des vraies discussions qui étaient profondes, tu vois. Je me rappelle d'un jeune à qui j'ai parlé en Guadeloupe. Je vais pas dire où, parce que si je dis où, il traîne très souvent là et je pense que tout le monde va le repérer très rapidement. Mais voilà, il est un peu agressif, un peu machin. Et un jour, en fait, on était à côté d'un leader price. Il me dit, ouais, est-ce que tu peux me donner de l'argent? Je lui dis, écoute, frérot, j'ai pas d'argent. Par contre, si tu veux manger quelque chose, enfin, je te donnerai pas d'espèces, parce que ça se voit qu'il prenait des substances. Je te donnerai pas d'espèces. Par contre, si t'as faim, je te fais des courses. Qu'est-ce que tu veux? Il me dit, bah, prends ce que tu veux. Du coup, je suis rentré, je lui ai pris du jus, je lui ai pris du pain, je lui ai pris du jambon, je lui ai pris pas mal de trucs pour qu'il puisse se faire des sandwichs, de l'eau, bref, etc. Et après, je lui dis, est-ce que ça te dérange qu'on discute un peu? Il me dit non. Donc, on marche un peu, on se met un peu plus loin. Et on commence à discuter. Non, je lui ai acheté tout ça. Et en fait, une fois qu'il a pris tout ça, je lui ai dit, écoute, ben, garde ça pour plus tard. On va au McDo, on se pose et on discute. Et du coup, on est parti au McDo. Il a pris son McDo, j'ai pris mon McDo. On s'est posé à l'extérieur, on a commencé à parler. Et en fait, je lui dis, ben, raconte-moi ta vie. Genre, comment t'en es arrivé là? Parce que c'est un jeune qui est beaucoup plus jeune que moi. Il doit avoir facilement 10 ans de moins que moi. Ouais, 9-10 ans de moins que moi. Et comment t'en es arrivé là? Comment ça se fait que t'es là? Pourquoi t'es aussi énervé, machin? Et en fait, c'est quelqu'un qui en veut à la vie. Je sais pas si tu te rends compte comment c'est grave. Il en veut à la vie. Il a l'impression que, justement, la vie lui a volé ses chances. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est dur d'en vouloir à la vie. Et du coup, il me raconte son histoire. Donc, pour ne pas rentrer dans les détails, son histoire, en gros, son père s'est remarié. Et en gros, sa nouvelle femme lui a dit, écoute, c'est ton fils ou moi. Le daron, il a choisi la femme. Et il a mis son fils dehors sans jamais
le recontacter, sans jamais lui donner l'heure, sans jamais lui donner d'argent, sans jamais chercher à savoir où il était. Et il m'a dit, de temps en temps, il a recroisé son père et tout. Son père a fait comme s'il ne le connaissait pas. Enfin bref, dinguerie. Et il est arrivé dans la rue comme ça. Et en fait, je lui dis, mais... Et en fait, cette histoire m'a fait me rendre compte que, tu sais, on est là, on juge les gens. Ça veut dire que la plupart des gens que je vois passer justement auprès de ce jeune-là, ils le jugent, oui, mais c'est qu'à prendre drogue, mais c'est qu'à bitin, mais c'est pas bitin. Mais les gars, je sais pas si, moi j'ai déjà fait cette expérience, je reviendrai pas là-dessus, mais j'ai déjà fait cette expérience. Je sais pas si vous savez ce que c'est de vivre à la rue, mais surtout d'avoir l'impression de pas avoir d'avenir. Les gars, en fait... Là où on a l'impression que ces gens-là pensent à rien, ils ne réfléchissent pas, en fait, ton cerveau, il est constamment, écoutez bien ce que je vous dis, ton cerveau, il est constamment non-stop sur tes erreurs. Pourquoi tu as fait ci comme ça? Pourquoi tu n'as pas fait ci comme ça? Sur ta situation actuelle, sur comment t'en sortir, sur pourquoi ton père, dans son cas, pourquoi ton père, il t'a fait ça? Pourquoi tes proches, ils t'ont fait ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Les gars, je vous jure que c'est une situation qui est vraiment pas facile. Et malheureusement, dans ces situations, les seuls moyens que ces personnes trouvent pour pouvoir s'en sortir, moi à l'époque c'était l'alcool. Lui malheureusement c'est la drogue. Je vais jamais les aider à en consommer parce que moi dans mon cas je sais ce que ça m'a fait et sur eux je vois les dégâts que ça a pu créer sur eux, tu vois. Je vais jamais les aider à en consommer mais je vais jamais les blâmer non plus. On peut pas les blâmer les gars, on sait pas. En vrai de vrai, on ne sait pas ce que ces personnes vivent. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. On peut qu'imaginer, en fait. Tu vois, genre, le gars, il est sous 35 degrés toute la journée. Il n'a rien mangé depuis 3 jours. Il a juste envie d'oublier. Il a juste envie d'oublier qu'il a faim. Il a juste envie d'oublier qu'il a soif. Il a juste envie d'oublier que toute sa famille l'a abandonné. Je ne dis pas que... Ils sont tous pareils. Je sais qu'il y a des personnes qui auraient pu s'en sortir et qui n'ont pas pu s'en sortir. Regardez, un gars, à l'époque où j'allais à la pêche, d'ailleurs, il faut que je reprenne la pêche. À l'époque où j'allais à la pêche, un gars qui, à chaque fois que j'étais là, il venait, il me demandait si je pouvais lui donner mes poissons. Mais les gars, moi, les poissons, en général, ils restent, allez, 3-4 mois au congélo et c'est vraiment le jour où j'ai une folie de faire un gros bouillon, de faire un poisson frit. Je sors le poisson et je fais. Lui, quand je lui donne mon poisson, le gars, il est en mode, les gars, c'est dinguerie. Tu vois, je sais même pas. Lui, je pense qu'il avait un logement parce qu'il y en a aussi qui ont des logements mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Je pense qu'il avait un endroit où cuire son poisson, j'en sais rien. Mais en tout cas, il était trop heureux. Je me rappelle un jour, on avait attrapé une sèche, on lui a donné, mais il était aux anges, tu vois. Et ce mec-là, par exemple, il était marié, il était plombier, il m'a dit, donc en vrai, il peut reprendre le travail, etc. Il était plombier, il était un très bon plombier, il gagnait bien sa vie, et un jour, il s'est rendu compte que sa femme le trompait avec un de ses potes. Et quand il s'est rendu compte de ça, il était prêt à pardonner sa femme, sauf que sa femme a fait le choix de partir vivre avec son pote. Le gars a pété un câble. En fait, l'expression péter un câble, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point elle est réelle, les gars. Parce que quand tu dis péter un câble, nous, on voit ça comme ça, péter un câble. Mais en fait, littéralement, dans ces situations-là, tu as l'impression que dans ta tête, il y a quelque chose qui lâche. Et nous, on a ça des fois quand on a des situations trop compliquées pour nous. Ben, eux, imaginez que ce câble-là, genre, une fois qu'il a cassé, il ne peut pas se reconnecter. Et ça, c'est une dinguerie. Et lui, en fait, du coup, il me dit, oui, ben, moi, j'ai essayé de m'en sortir, j'ai essayé de faire des choses, j'ai essayé d'avancer, j'ai essayé de ceci, j'ai essayé de ça, mais j'arrive pas, en fait. Le gars, il explique qu'en vrai, il n'arrive pas à le faire parce que, ben, malheureusement, mentalement parlant, il n'a pas cette force, tu vois. Genre, il y a des personnes qui ont réussi à s'en sortir, mais pourquoi? Parce qu'elles ont pu voir un psy, parce qu'elles ont eu de l'entourage qui les ont aidés, parce que justement, ils ont leur compagnon, leur compagne, mais lui, il est tout seul déjà. Yoga, on te dit quoi? Black men don't crack, genre les noirs peuvent pas craquer. Donc déjà forcément, on s'est mis un truc en tête qui fait qu'on va jamais essayer de se guérir. Ça veut dire que là où lui, il aurait pu juste aller voir un psy ou demander de l'aide, il va jamais le faire parce qu'on t'a dit ça c'est un truc de blanc. Je sais pas si depuis tout petit on nous dit ça c'est des trucs de blanc, tu vois. Donc ce gars-là, il va jamais aller faire le pas d'aller voir un psy, d'aller demander de l'aide. Jamais, parce qu'on t'a dit Black man don't crack, l'homme noir, c'est lui qui doit prendre soin de sa famille, c'est lui qui doit assumer. Même moi, je vous dis, je suis pris justement dans ces dictates de la société. J'ai pris des années avant d'aller voir un psy. Et c'est quand le psy a posé le mot dépression, le mot burn-out sur ce que j'avais, que là j'ai compris qu'en fait, et vous savez, c'est magique parce qu'en fait,
moi, j'assume tout ce que je fais. Ça veut dire que je vais jamais dire oui, c'est à cause de ci ou à cause de ça que j'ai pas fait. Mais ça fait du bien de savoir qu'en fait, ton mal, il a une raison. Ça fait du bien de savoir que ton mal, il a une raison. Ça fait du bien de savoir que au final, tu avais l'impression de te battre contre toi-même, mais tu te bats contre autre chose. Ça fait du bien. Donc déjà, premier message que je veux faire passer, c'est, les gars, n'hésitez pas à demander de l'aide. Les gars et les femmes, hein, je sais que c'est je veux dire, l'humain, les gens, n'hésitez pas à aller demander de l'aide. Parce que on a trop souvent tendance à rester dans ce qui nous fait mal. On a trop tendance à avoir peur de ce qu'on connaît pas. Mais les gars, je vous jure que ce qu'on connaît pas, c'est ça qui va... La plupart du temps, ce qu'on connaît pas, c'est ça qui va nous permettre de guérir. Vous savez, il y a une phrase que je prends très, très, très au sérieux maintenant. C'est la phrase qui dit tu veux des résultats différents, mais tu fais tout le temps la même chose. Comment tu peux tout le temps faire la même chose et t'attendre à des résultats différents? Ça peut pas marcher. Et il faut savoir que moi, j'étais le pro de ça. Moi, j'étais le pro de... je sais ce que je fais, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Non. J'étais le pro de ça. Et jusqu'à maintenant, dans certains domaines, je suis le pro de ça. Mais dans d'autres domaines, je lâche, en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si demain, tu te casses un bras, je te pose la question. Demain, tu te casses un bras. Demain, tu es blessé. Demain, un chien te mord la cuisse, déchire ton mollet. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir un médecin, tu vas aller à l'hôpital. Si demain, tu as la grippe, tu vas aller à l'hôpital. Si tu as un virus, tu vas aller voir un médecin. Parce que ces personnes-là, ils ont étudié pour te soigner. Eh bien, le mental, c'est pareil. Il y a des gens, leur travail, c'est t'aider à réparer ton mental, c'est t'aider à guérir ton mental, c'est t'aider à vivre avec ton mental brisé. Parce que faut pas croire que c'est des solutions magiques. Hein. Faut pas croire que... Je suis pas en train de te dire, ouais, tu vas aller voir le psy, t'inquiète, ça va aller. Moi, ça va toujours pas, frère. Pourtant, je vois un psy. Pourtant, voilà. Mais il y a toujours des moments où je vais redescendre. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de vivre avec. J'essaie pas de guérir quoi que ce soit, les gars. Parce que, tu sais, j'ai l'impression que tu peux pas guérir ça, en fait. Une fois que c'est là, c'est là. Maintenant, tu dois apprendre à vivre avec. Maintenant, tu dois apprendre à te battre contre tout ça, tu vois. Et je suis parti très loin. À la base, là, je suis toujours dans la première partie où je dois vous expliquer c'est quoi le fou du bus. Mais en gros, tout ça résume un peu pour moi c'est quoi le fou du bus. Pour moi, le fou du bus, c'est une personne qui est brisée et qui, du coup, les autres jugent que cette personne est à part de leur diktat, de leur société. Pour moi, c'est ça un peu le fou du bus. Parce que quand tu vois ce gars dans le bus qui parle tout seul, qui est fou, qui est malade, eh ben, tu le juges. Tu te dis, ouais, mais c'est fou, qu'est-ce qu'il a dû faire? Eh ben, tu sais pas. Sincèrement, même moi, je sais pas et je saurais jamais ce que ces gars-là vivent. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, bref. Donc, là, on a vu un peu c'est quoi le fou du bus. Pourquoi j'ai décidé d'appeler ce podcast le fou du bus? Comme je vous ai dit, ce podcast, ça va vraiment être un podcast où je vais libérer mes idées comme ça, tout ce que j'ai dans la tête, tout ce que je pense, les bons moments, les mauvais moments. Quand j'ai besoin de m'exprimer, boum, j'allume mon micro et je parle. Ça va vraiment être ça le but de ce podcast. Et moi, dans ma situation, je me sens un peu comme un fou du bus. Je vais vous expliquer pourquoi. Pendant très 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 longtemps et pendant que j'étais jeune, pendant très longtemps, j'ai eu l'impression d'être à part. J'ai toujours eu l'impression d'être à part. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que la plupart du temps, je réfléchis pas comme tout le monde. Je suis pas comme tout le monde pour plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que moi, je suis né à Créteil et j'ai grandi entre Créteil de mes 0 à 9 ans. J'ai grandi entre Créteil et Torcy, donc en région parisienne et tout, en cité. Et déjà, j'étais un peu... mes deux parents avaient un bon taf. Donc, j'étais un peu déconnecté. En fait, on vivait en cité, mais j'étais un peu déconnecté de la réalité des autres personnes qui vivaient autour de nous, d'une. De deux, j'étais quelqu'un de très littéraire. Ça veut dire que ma mère, elle m'a inscrit à la bibliothèque, j'avais 3 ans. Ça veut dire que moi, c'était lecture et jeux vidéo à l'époque. Hein. À l'époque, les jeux vidéo, c'était pas comme maintenant. Les jeux vidéo, c'était entre guillemets certaines personnes qui avaient des jeux vidéo. Ça veut dire que moi, mes potes du quartier, ils venaient à la maison pour jouer parce qu'eux, ils n'avaient pas ces consoles-là. Et très souvent, eux, ils se retrouvaient pour aller jouer au foot ou je sais pas quoi. Et moi, je n'étais pas dedans. Donc déjà, à ce moment-là, je me sentais différent de mes potes.
on s'entendait bien. Moi, je suis un peu un caméléon, donc j'arrive toujours à m'adapter, j'arrive toujours à, à virevolter là où je dois virevolter. Mais voilà, je me sentais un peu à gauche, je me sentais à part. À 9 ans, mes parents ont décidé que, vas-y, la France, c'est fini. Et aujourd'hui, je les remercie pour cette décision. Mais à l'époque, je l'ai très, très, très mal vécu parce que moi, en tant qu'enfant de 9 ans, je perds tous mes potes, je perds tous mes profs préférés, je perds toutes mes attaches parce que je suis né ici, j'ai grandi ici, et là on va découvrir quelque chose que je connais pas du tout. Enfin, que je connais pas du tout, j'abuse, on est parti en Guadeloupe et j'y allais tous les étés. Mais entre partir un mois, 2 semaines, un mois en été et vivre à un endroit, c'est pas la même chose. tu vis pas les choses de la même façon. Et j'arrive là où j'étais chouchouté dans mon école, j'arrive dans une école où la prof, elle me tape. Je quitte un endroit où... C'est bizarre ce que je vais vous dire, là je vous parle des années 1999, de 1992 à 1999, parce que je suis parti pour la Guadeloupe en 2000. Je vis dans un endroit où il n'y a pas de différence, que tu sois antillais, blanc, africain, rebeu, enfin, je vivais pas ça. Moi, à mon âge, je vivais pas ça. Et dès 9 ans, quand je suis arrivé en Guadeloupe, j'étais le petit Africain. Tu vois, je suis comme tout le monde à le petit Africain. Les gens traitaient ma mère de sorcière, littéralement, parce qu'elle est béninoise, parce que moi, je suis guadeloupéen et béninois. Donc, les gens traitaient ma mère de sorcière, littéralement. Il faut savoir que à de nombreuses reprises, parce que ma mère, quand elle est arrivée, elle était cadre au Crédit Agricole, et très rapidement, elle a décidé d'arrêter ça pour ouvrir son propre restaurant. Et en fait, elle ouvre son restaurant à un endroit où il n'y a pas d'autres restaurants dans les 3 villes alentours. Donc les gars, c'est obligé de cartonner. C'était le meilleur move qu'elle puisse faire. Donc du jour au lendemain, dès l'ouverture de son restaurant, ça a été un carton plein. Mais quand je vous dis un carton plein, ça a été un carton plein. Elle a géré de fou. La daronne, elle a vraiment géré ça de fou. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc voilà, donc il se passe tout ça. Donc elle décide d'ouvrir son restaurant. Et en fait, il faut savoir que toutes les semaines, on retrouvait des chats morts devant son restaurant. On retrouvait vous savez, les gens qui font sorcellerie, etc. On retrouvait ça devant son restaurant juste parce qu'elle était béninoise. Et ça, on l'a vécu. Ça veut dire que aujourd'hui, je suis tellement content de voir qu'en Guadeloupe, aux Antilles en général, il y a un élan qui va vers l'Afrique. Mais les gars, on a vécu des choses. Voilà, donc bref. Donc à ce moment-là où j'arrive à 9 ans en Guadeloupe, pareil, je me sens différent des autres, encore une fois. Et heureusement, je me suis fait un groupe d'amis très, très, très rapidement qui m'ont permis justement de me sentir accepté. Que ce soit Xenox, Despé, Faror, bref. À l'époque, tout ça, c'était mon premier groupe. Et même avec eux, au final... j'étais un peu à part, tu vois, parce que eux, c'était... Moi, j'avais une éducation où je restais beaucoup chez moi, je bougeais pas beaucoup, même... au bout d'un moment, les grillades, ça se faisait chez moi, etc. Au bout d'un moment, j'étais un peu plus libre, tu vois. Mais voilà, donc c'était... Déjà, j'arrive de Paname, donc on réfléchit pas forcément de la même façon. Eux, ils ont une certaine facilité, dextérité, machin, que j'ai envie d'avoir au final, tu vois, parce que moi, j'étais un petit geek, tu vois. J'avais ma GameCube, j'avais ma Play, j'étais un petit geek. J'étais littéralement un petit geek et ces gars-là me fascinaient, entre guillemets, dans le sens où... en vrai, si je suis dans la musique aujourd'hui, merci Despé, merci Faror, tu vois, parce que c'est des mecs... Quand j'allais les voir kicker, etc., ils m'ont donné envie de kicker. Ça, c'était les premiers équipiers de musique, tu vois, genre Devil Gonza Crew à l'époque. Enfin bref, ça me rend nostalgique tout ça. Mais bref, tu vois, donc tout ça pour te dire que, tu vois, même à ce moment-là, même quand je suis accepté par mes potes, je me sens encore différent, tu vois, parce que l'éducation n'a pas été la même. Enfin, énormément de choses. Et tout au long de ma vie, en fait, ça m'a suivi, en fait. Et je pense que c'est le fait d'avoir eu cette enfance qui était différente de mon entourage déjà, et surtout je me suis beaucoup intéressé à des choses différentes. J'ai l'impression qu'à chaque fois je m'intéressais à des choses différentes de mes potes, de mes amis et tout, etc. Enfin bref, vraiment le fou du bus, le mec. Et voilà. Et pourquoi avoir appelé ce podcast le fou du bus? C'est parce que je me suis toujours senti différent. Et en fait, cette différence, j'ai toujours essayé de faire comme mes potes. C'est bête, hein, mais j'ai toujours essayé de faire comme les gens. Ça veut dire que
Même si j'aimais pas le style baggy à l'époque, ben, comme tous mes potes, c'était ça le style. Ben, c'était en mode style baggy. Comme à l'époque, c'était chanté G, machin. Bon, j'ai jamais chanté la rue, parce que vous avez bien compris, je suis pas un gars de la rue, j'ai vécu des choses compliquées, mais je suis pas un gars de la rue. Mais j'essayais d'être G, alors qu'à la base, moi, j'aurais été plus dans un style Tiakola, par exemple. C'est ça qui m'attirait vraiment, Tiakola, depuis très longtemps, mais pour faire comme les autres. Et bref, et j'ai toujours été dans ce truc d'émulation, en fait, faire comme les gens, faire comme le groupe qui est autour de toi, parce que je me suis toujours senti à part. Genre, quand j'arrive en Suisse pour mes études, je suis à certains moments, dans certains milieux, dans certains trucs. Bon, merci, j'étais dans des endroits populaires où il y avait beaucoup de personnes qui me ressemblaient, mais je tombais très souvent dans des endroits où j'étais le seul pauvre, entre guillemets, tu vois, où j'étais le seul qui avait pas beaucoup d'argent, enfin, tu vois. Donc, en fait, je me suis toujours senti à part. Et on m'a souvent fait ressentir que ce truc que j'ai de me sentir à part, c'était pas quelque chose de bien, tu vois. Que ce soit de par mes proches, mes parents, souvent, surtout mon père, qui avait souvent ce truc de me dire que j'étais trop gros, qu'il me comparait souvent à mes cousins. Ça, c'est quelque chose qui m'a brisé, tu vois, parce que je pense que, et je sais pas si mon père va voir ce podcast, et je pense pas du tout qu'il le verra un jour, mais en fait, mon père, je pense qu'il a eu le syndrome de... j'ai lu un truc sur ça, j'oublie comment ça s'appelle, mais en gros, c'est le syndrome de l'enfant parfait, l'enfant désiré, tu vois. Donc, en gros, quand mon père, il s'imaginait son fils, son enfant, il avait une vision de cet enfant, tu vois. Et quand l'enfant, il est né, ben, c'était pas ce que mon père imaginait dans sa tête. Et ça, c'est pas passé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas passé. Parce qu'au final, lui, je pense qu'il s'imaginait un enfant un peu comme lui, il va chercher des crabes, parce qu'il cherche des crabes, il fait du foot, il machin. Et moi, j'étais pas du tout ça, j'étais un peu un enfant intello dans mes bouquins, dans mes jeux vidéo. Et j'ai ressenti ce rejet, je sais pas si je peux appeler ça rejet, mais j'ai ressenti ce truc de... Ben, j'ai l'impression de... qu'il sera jamais fier de moi, en fait, tu vois. J'ai ressenti ce truc de ben, je serai jamais ce qu'il veut que je sois, tu vois. Et jusqu'à dernièrement, mes derniers échanges avec mon père, ça n'a pas été des échanges d'amour parce que ben, j'ai l'impression que ce que j'étais ne lui suffisait pas, tu vois. J'ai l'impression que lui, il s'imaginait des choses, il avait des ambitions pour moi. Et tant mieux, il faut bien que les parents aient des ambitions pour leurs enfants. Mais je pense que malgré toutes ces ambitions que tu peux avoir pour tes enfants, je pense que le but principal, c'est de prendre ton enfant comme il est, tu vois. Genre, c'est comme si... je vais dans les extrêmes, mais c'est comme si tu boudes parce que ton fils est autiste ou parce que ton fils est... Il t'a rien demandé, lui. Il est là, tu comprends? Donc, même si tu as des espoirs pour lui, ben, qu'il sorte de tout ça ou que ça aille mieux, malheureusement, il est comme il est. Donc, si jamais ça évolue pas, tu dois quand même l'apprécier comme il est. Et c'est même pas l'apprécier comme il est. Tu dois lui... Parce que je dis pas que mon père me déteste et je pense pas que mon père me déteste. Par contre, je pense que mon père ne m'a pas montré assez qu'il était fier de moi à certains moments. Franchement, le moment où j'ai vu mon père le plus fier de moi, c'est quand j'ai eu mon permis. Quand j'ai eu mon permis premier coup, code premier coup, là, il était en mode... ou bien quand j'ai eu le bac, il était en mode... je lui ai pas reparlé depuis que je suis en télévision, mais j'ai eu des échos comme quoi il est très content que je sois en télévision aussi, tu vois. Mais... Excusez-moi, mais voilà, c'est des choses que j'aurais aimé vivre, que j'aurais aimé entendre plus tôt. Donc voilà, donc je me suis toujours senti à part, vraiment, toujours senti à part. Et voilà pourquoi j'ai décidé d'appeler ce podcast Le Fou du Bus. Parce que comme je vous ai dit, ce podcast pour moi, ça va être un exutoire. Donc vraiment mes pensées, toutes mes pensées. Et un peu comme le fou du bus qui parle tout seul dans le bus, ça veut dire que ce podcast, je pense que je le continuerai, même si demain, je suis tout seul. Même si demain, j'ai 0 vue. D'ailleurs, je vais le poster sur une chaîne où il n'y a pas d'abonnés, tu vois. Donc, même si demain, il y a 0 vue et que ça évolue jamais, ben, c'est pas grave, en vrai. Parce que c'est pour moi que je l'aurais fait et que je me sentirais bien quand je regarderai ces vidéos. Peut-être dans 1 an, je regarderai la première vidéo et je me dirai, ah ouais, putain, l'évolution que j'ai eue, elle est incroyable. Donc, c'est vraiment ça. Voilà pourquoi j'ai appelé ça le fou du bus. Pour moi, c'est vraiment le concept
qui va faire que demain, je pourrais aller plus loin et voir autre chose. Pourquoi je me considère comme le fou du bus? C'était l'autre point, mais en vrai, j'y ai déjà répondu, tu vois. Et la question qui suit, du coup, c'est, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave d'être le fou du bus? C'est ça la question. Est-ce que c'est grave d'être le fou du bus? Et moi, j'ai une théorie là-dessus. C'est que toutes les personnes qui réussissent de façon extraordinaire sont des fous du bus. Et je vais vous donner des exemples. L'exemple le plus récent et le plus marquant que j'ai, comme quoi être un fou du bus, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est Théodora. Théodora, pour moi, c'est une folle du bus, mais puissance max. Mais le fait qu'elle soit une folle du bus, c'est ça qui lui a permis en un an, parce que les gars, en fait, tout le monde fait comme si Théodora était là depuis 10 ans. Les gars, vous vous rendez pas compte de ce que la fille a fait en un an. En un an, elle a pété tous les scores. Elle a rempli 3 zéniths de suite. La fille, elle a été dans tous les plus gros festivals. Elle est en train de tout casser. Eh, ma belle, tu vois les gens qui parlent mal. Ouais, machin, ouais, ceci. Tu t'en fous. Déjà, ils t'ont dit que t'as grossi, c'est pas grave. Déjà, ça te va bien. Et en plus, au bout d'un moment, il faut manger. Quand on n'a pas mangé pendant longtemps, là, maintenant, il faut manger. Là, maintenant, il faut grailler. Non, pour moi, Théodora, c'est une folle du bus. Pour moi, Théodora, c'est une folle du bus. C'est la reine des fous du bus. Mais pour moi, elle a trop raison, les gars. Pour moi, Théodora, elle a trop raison. Genre, je crois qu'elle est toujours en indépendant ou elle a signé, je sais pas. Mais en tout cas, son image, elle est claire, nette, précise. Elle est pas dans les dictates de la société, dans tout ce qu'on veut nous mettre, et elle s'en bat les couilles. Elle a son style de fou et elle va pas en sortir pour qui que ce soit. Pour moi, Théodora, c'est une folle du bus. Et il y a des gens comme ça, justement, qui sont des fous. Le gars qui a créé DJI. Je sais pas si vous connaissez DJI, la marque DJI. Est-ce que j'ai... Voilà, DJI, là, comme ça. Le gars qui a créé la marque DJI, c'est un fou du bus. Le gars, il voulait un jour... Il a vu un hélicoptère et il a dit, moi, je veux piloter un hélicoptère. Son père lui a dit, ok, mais tes notes, elles sont nulles. Donc, tu sais ce que tu vas faire? C'est que tu vas être premier de ta classe et si tu es premier de ta classe, tu achètes un hélicoptère. Le gars, il n'avait pas d'amis. C'était un gars chelou, un gars bizarre. Il voulait qu'on pilotait un truc qu'il appellerait la fée. Eh bien, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Premier de la classe, on lui a acheté son hélicoptère. Le gars, il s'est rendu compte que son hélicoptère, c'est tout pété, c'est compliqué à manœuvrer. Il a dit non, moi, je vais inventer un truc qui sera facile à manœuvrer. Et depuis ce moment-là, il a bossé. Il a bossé parce qu'il voulait créer sa fée, parce que lui, il voulait l'appeler, son premier objet, il voulait l'appeler la fée à la base. Il a bossé. Aujourd'hui, ces produits DJI, ces drones, c'est les drones les plus vendus dans le monde. Et on parle d'un mec, au moment où il dit, les gars, je vais faire ça, tout le monde le prend pour un fou. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde, dès que vous aurez une bonne idée dans ce monde, tout le monde autour va vous prendre pour un fou. Et ça, je peux te donner 10 000 exemples. Yomi Denzel, je pense que quand il s'est lancé, tout le monde lui a dit, vas-y, lui, il veut faire des sites internet, c'est un fou. je pense que beaucoup de jeunes, quand ils ont dit, voilà, c'est ça. Pour moi, les fous du bus, est-ce que c'est grave d'être un fou du bus? Non. Et je pense que d'une certaine manière, si tu veux briller plus que nécessaire, il y a des gens qui veulent pas briller. Il y a des gens qui veulent pas briller et c'est OK. Et c'est OK. Il y a des gens qui veulent leur petite vie tranquille et on leur veut... Au contraire, sincèrement, pour moi, les gens qui choisissent cette vie tranquille, ce sont les gens les plus intelligents sur cette terre. Parce que les gens qui choisissent la voie du fou du bus, il y en a beaucoup, je vous jure, s'ils savaient, ils n'auraient pas pris cette voie. Parce que les gars, au fur et à mesure de ces podcasts, vous allez comprendre ma vie. Mais on a vécu des trucs. Aujourd'hui, je suis en télé. Aujourd'hui, je suis en radio. Aujourd'hui, là, je suis en partenariat avec un pays pour faire une vidéo, mais on en reparlera très rapidement. Aujourd'hui, j'ai des projets de malade qui arrivent. Mais avant d'arriver là où je suis, les gars, mais vous vous rendez pas compte. Je pense que vous vous rendez pas compte. On a dormi dans la rue. On s'est clashé avec des anciens potes pour des trucs de merde, pour des trucs humains. On a fait des nuits blanches. Et c'est pour ça, hein, comment il s'appelle? Orelsan, il a dit un truc dans un de ses sons, le morceau avec Nino. Il dit,
je sais plus comment c'est exactement la phrase, mais en mode, il y en a beaucoup qui voient les disques d'or, mais qui voient pas les insomnies qu'il y a eu derrière. Les gars, vous vous rendez pas compte. Aujourd'hui, quand on me dit, ah, t'as de la chance, t'es à la télé. C'est jamais de la chance, les gars. C'est jamais de la chance. On a bossé. On a créé un concept avec des associés à la base, Happy Hour. On a dépensé énormément d'argent. On a fait pendant des semaines et des semaines, on sortait des vidéos, on a fait des millions de vues, on dormait pas, on s'embrouillait, les gars. Derrière la réussite, il y a énorme. Et là, je dis même pas que j'ai réussi. Par rapport à là où je veux être demain, je dis même pas que j'ai réussi. J'ai réussi par rapport au fait que. Je vais vous dire pour moi pourquoi j'ai réussi. Parce que d'une, c'est important de célébrer toutes les petites victoires. Et de deux, j'ai réussi parce que chaque jour, je me bats contre mon mental. Je me bats contre moi-même pour me réveiller. Je me bats contre moi-même pour voir demain tout le temps. Parce que des fois, j'ai envie d'abandonner. Des fois, j'ai juste plus envie d'être là. En vrai, je vous dis un truc. Hein. C'est très grave ce que je vais vous dire, mais je vous dis ça, pas pour vous encourager ni quoi que ce soit, mais pour que vous puissiez vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul. Si vous avez besoin d'aide, je suis là, je vais vous suivre. Vous n'êtes pas tout seul. Et de deux, si vous avez besoin de parler, il y a les commentaires qui vont être là. Je vais ouvrir un Insta sur lequel on va tous pouvoir discuter. Mais les gars, si c'est pas la famille, si c'est pas parce qu'on croit en Dieu, si c'est pas ma femme, les gars, ça fait longtemps que je suis plus là. Je vous mens pas. Hein. Ça fait longtemps, je suis plus là. Et après, il m'est arrivé des choses que j'ai déjà racontées 300 fois sur les réseaux sociaux, des choses mystiques, comme certains pourront appeler ça. C'est pour ça aujourd'hui, je parle autant de contes et légendes, etc., parce que je sais que ça existe par rapport à des choses qui me sont arrivées. Mais les gars, si c'est pas tout ça, je suis plus là. Et l'un des prochains podcasts, je vais vous expliquer comment le Bénin m'a sauvé la vie. Et rien de mystique, les gars. Rien de sorcellerie, de tout ce que tu veux, rien de ça. Je vais vous expliquer comment le Bénin m'a sauvé la vie. Le fait de voir certaines choses, de voir autre chose, comment ça m'a sauvé la vie. Mais sinon, les gars, si c'est pas tout ça, les frères, ça fait longtemps, je suis plus là. Donc, tu vois, en fait, t'es pas tout seul. Et la voie du fou du bus, c'est une voie qui est compliquée malgré tous les gens qui pensent que... Beaucoup des fous du bus, là, du métro, s'il y en a beaucoup, c'est des mecs qui ont essayé de lancer des business, faire des trucs et ils ont échoué. Les gars, pour moi, la voie de l'entrepreneuriat, on vous fait croire que c'est la facilité, c'est la voie la plus compliquée. C'est la voie, surtout en 2025 où la maladie mentale est à son paroxysme. Pour moi, c'est la voie la plus compliquée, les frères. Franchement, je vous dis la vérité. Pour moi, c'est la voie la plus compliquée. Enfin bref, on continue. Donc est-ce que, pour répondre à la question, est-ce que c'est grave d'être le fou du bus? Non, pas du tout. Assume. Assume que tu le fais. Fais comme la reine Théodora. Et assume que tu es un fou du bus, frère. C'est pas grave. Peu importe ce qui fait ta différence, peu importe ce qui fait que tu te sens différent, que tu n'es pas comme les autres, c'est pas grave. La plupart des gens vont te dire oui, non, on est tous pareils. On n'est pas tous pareils, frérot. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes chances, on n'a pas tous le même physique, on n'est pas tous pareils. Assume le fait que tu sois différent. Assume le fait que tu ne sois pas comme tout le monde. Et à partir du moment où tu vas réussir à assumer ça, ben c'est là, frérot, que tu vas commencer à avancer dans ta vie. Moi, je te dis, les gars, tant que j'étais dans un truc d'émulation des potes, copie des potes, machin, copie des gens, copie des trucs, ben tant que j'étais dans ça, frérot, j'aurais jamais avancé. Et au final, j'ai une émission télé sur Guadeloupe la première qui s'appelle Bocaz. Et ce que les gens ils ont kiffé dans cette émission, c'est ce que les gens ne kiffaient pas au début, c'est que je suis arrivé totalement différent de ce qui se faisait. J'étais hors des codes. Là où tout le monde serait arrivé en mode ah oui, alors moi je suis arrivé en mode wagwan la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Bocaz. Voilà, c'est ça, tu vois, c'est cette différence qui a fait que tout le monde à kiffer ce concept-là. Mais il y aura un épisode spécial sur Bocaz. Je compte en faire beaucoup. Je compte en faire pas mal. Parce que je kiffe. Ça me fait du bien de parler. Là, je vous mens pas. J'attends vos commentaires. Je sais qu'il n'y en aura pas beaucoup. Je sais que ce sera pas un concept qui sera énormément vu. Mais j'attends quand même, si jamais vous êtes 10, 20, 30 à avoir vu cette vidéo, mettez quand même des commentaires. On va discuter. Je vais répondre à tout le monde. Et enfin bref, oh là là, je suis content. et voilà, donc est-ce que c'est grave d'être un fou du bus? Non, soyez des fous du bus. Soyons tous des fous du bus. C'est pas grave, on est différents des autres, tant mieux. Moi, j'aime pas les normes, j'aime plus les normes aujourd'hui. Parce que les normes, en gros pour moi, c'est la prison mentale. C'est une prison mentale. Tu sais, tu dois être comme ci, tu dois faire comme ça. Pour moi, la plus grosse prison sur cette terre, les gars, la plus grosse bêtise, entre guillemets, pour pas dire pire, c'est l'école. Hein. Pour moi, l'école, c'est nécessaire.
L'école, ça t'apprend à être à travailler en équipe, ça t'apprend à vivre en communauté, ça t'apprend à respecter des horaires, tu sais, tu dois être là à 8h, 16h, ça t'apprend à respecter certaines choses, ça t'apprend les bases mathématiques et tout, etc. Je dis pas que l'école, c'est pas nécessaire. Je trouve que juste que le système actuel n'est pas bon. Le système, pour moi, sur cette terre, il y a l'égalité et l'équité. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Pour moi, que tout le monde soit égaux, tout le monde soit égaux, tout le monde soit égal. Enfin bref, t'as compris. Pour moi, on n'est pas tous pareils. On peut pas tous être égal à la même chose parce que c'est quelqu'un qui a une jambe, tu peux pas le mettre tu peux pas lui faire une course avec quelqu'un qui a deux jambes et la troisième personne c'est un léopard et tu dis vous devez arriver les jeux sont pipés. Pour moi, il y a une question d'équité. Pour moi, l'équité c'est quoi? C'est vraiment c'est pas l'égalité, c'est on met tout le monde au même niveau avant le départ. Ça veut dire que pour moi, l'école, il y a des gens qui sont plus stupides que d'autres, il y a des gens qui ont plus de difficultés que d'autres, il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres, il y a des gens qui ont plus de facilité dans ceci, dans cela. Donc pour moi, ça devrait être adapté à tout le monde. Et en même temps, c'est compliqué d'adapter tout ça à tout le monde, mais je pense que le système devrait être plus fait. Le système devrait être fait à ce qu'en maternelle, on puisse déjà rediriger chaque personne dans ces trucs-là. Enfin bref, ça on part encore dans un autre débat. Mais voilà, pour moi, les normes, c'est un problème, c'est problématique. Pour moi, tout ce qui est norme, c'est problématique. À partir du moment où on te dit, tu dois faire A, tu dois faire A, tu dois faire B, tu dois faire B, tu dois pas ci, tu dois pas ça, tu dois pas chic, tu dois pas tchac. C'est bon, laissez-moi tranquille, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de prendre cette voie, tant que je fais de mal à personne, tant que je bute personne, tant que je... Laissez-moi tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Donc, soyons tous des fous du bus, justement. Faisons ce qu'on a envie de faire, comme on a envie de faire. Et le fait qu'on soit différent, c'est une force, les gars. Moi, je vous jure, je réfléchis pas comme la majorité des gens. Et je dis pas que je réfléchis mieux. Même souvent, sur certains trucs, les gens trouvent que je suis ultra stupide. Et c'est peut-être vrai. Peut-être que ma façon de réfléchir, c'est pas la bonne. Mais je suis fier d'avoir mon propre avis. Je suis fier d'avoir ma propre vision des choses de cette planète, tu vois. Et d'ailleurs, oh là là, oh, quelle transition magnifique. Moi, je suis fier de tout ça. Et je suis fier, justement, de mes échecs. Parce que les faits... les deux points différents, c'est la réussite et l'échec, et ce que j'ai appelé la loi de l'échec. Donc, on arrive sur la loi de l'échec. La réussite et l'échec. Les gars, j'ai plus échoué dans ma vie que j'ai réussi. J'ai plus eu de lose que j'ai eu de win dans ma vie. Faut le savoir. Et je pense que la plupart des gens qui m'entourent le savent, les gens qui me suivent depuis longtemps le savent, mais j'ai presque que eu des échecs. Mais sur la majorité de ces échecs, j'ai compris qu'il y avait une leçon à apprendre et j'ai tout fait à partir d'un certain âge, parce qu'au début on est assez con, mais à partir d'un certain âge, j'ai tout fait pour apprendre de ces échecs. Ça veut dire que pour moi, j'ai transformé chaque échec en force. Chaque truc qui m'est arrivé, que je me suis dit, ok, j'ai raté, chaque entreprise que j'ai ouverte où j'ai raté, chaque chose que j'ai essayé de faire et ça n'a pas fonctionné, tous mes échecs, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux apprendre de ces échecs et comment je peux transformer ça en force? Les gars, il y a eu des choses incroyables qui me sont arrivées. Il y a eu des choses incroyables. J'ai eu des périodes de 3 ans où c'était n'importe quoi. Mais au final, ces 3 ans, je me dis quoi? Je me dis, ok, c'était une formation. Qu'est-ce que tu as appris de ces 3 ans? Ok, tu as appris ça. Parfait. Maintenant, ça, on va l'appliquer à la vie d'une façon différente. Ce que j'ai appris, je l'applique. Quand j'applique ça, ça m'ouvre une autre porte. Oh, boum, je lance autre chose, je rate. Ok, ce truc-là, qu'est-ce que... Si jamais, je vous dis un truc, et j'en parlais avec un pote à moi il n'y a pas très longtemps, Gary, force à toi si jamais tu regardes ça un jour, même si je ne pense pas. Mais il y a un truc, les gars, qu'il faut retenir. C'est que pour moi, les gens qui réussissent dès la naissance, au premier échec, ils vont souffrir. Imagine, tu n'as jamais eu de défaite de toute ta vie. Le jour où tu as une défaite, tu vas avoir flou. Le jour où... Et je le souhaite à personne. Je le souhaite à personne. Mais c'est la réalité. Et j'ai déjà vu des gens comme ça à qui c'est arrivé. Dans mon entourage ou pas dans mon entourage, j'ai déjà vu des gens qui sont nés avec une cuillère en or, en platine, comment on appelle là, comment on appelle le fer qu'on trouve au Wakanda là. Ils avaient ça dans la bouche, frérot. Le jour où ils ont échoué, ils ont eu du mal à se relever. Parce qu'en fait, l'échec t'apprend ce qu'on appelle, et je ne sais pas pourquoi, depuis très très peu de temps, je vois ce mot-là partout, alors que c'est un mot que j'ai en tête depuis des années, la résilience. L'échec t'apprend la résilience.
La résilience, c'est quoi? La résilience, c'est le fait de te relever, de dire, bon, ok, c'est pas grave, maintenant, on continue. C'est ça, la résilience. Et pour moi, c'est ça qu'il faut avoir. C'est ça le truc le plus fort qu'il faut avoir, c'est de la résilience. C'est te dire, ok, les gars, j'ai échoué, pourquoi? Machin, tu sais, si, boum, on repart. On se relève et on repart. L'échec n'est pas une fin en soi. La fin, c'est le fait d'abandonner, les gars. Regarde les gars qui ont percé à 65 ans. Le gars de McDonald's, il a mis une carotte, il avait déjà 60 ans. KFC, il a percé, il avait 65 ans. Et des exemples comme ça, je peux t'en sortir des dizaines, des centaines. On fera un épisode, justement, on reprend toutes ces personnes qui ont percé dans leur vie extrêmement tard. Et en plus, aujourd'hui, les jeux, ils sont pipés. Mais là, je vais débloquer quelque chose dans ton cerveau. Si tu réfléchis comme moi, il y a 5 ans, je vais débloquer un truc dans ton cerveau. Il y a 5 ans, je me disais... Ah, mais regarde, je regardais des vidéos de gars qui disaient « Moi, j'ai 20 ans, je suis étudiant et je fais 20 000 € par mois. » Ah ah! C'est une minorité, poteau. C'est une minorité. Les jeunes qui vont percer allez, aujourd'hui, même ça descend très bas, entre 17 et 25 ans, c'est une minorité. La plupart des gens deviennent riches à partir de 45 ans. Donc, tu as le temps, taf. Et si tu as plus de 45 ans, il y a des gens qui ont percé à 60, 65, 70 ans. C'est vrai que tu auras peu de temps pour profiter de ton argent, mais tout ça pour dire que, les gars, il n'y a pas de normes. Encore une fois, on en revient aux normes. Les normes vous ont fait croire aujourd'hui que si... Les gars, je parle à des gars de 25 ans, donc qui ont presque moins de 10 ans que moi, qui sont en mode, ouais, j'ai déjà raté ma vie, mais frérot, avec tout ce que je sais aujourd'hui, tout ce que tu peux apprendre sur les réseaux sociaux, j'ai 25 ans aujourd'hui, mais la vie de ma mère, en 6 mois, je fais des 10 balles par mois. Je fais des 10 balles par mois. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le monde est open source. Tu peux tout apprendre, tu peux tout faire, tu peux tout gérer, les gars. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Hein? Moi, si j'avais le mental... Aujourd'hui, j'ai plus le mental. Je suis en train de travailler mon mental pour retrouver mon mental du Aïma de 25 ans. Mais si j'avais le mental et l'âge que j'avais à 25 ans, la vie de ma mère, bon, ça va trop vite. Là, vous me voyez venir, repartir, revenir, repartir. C'est pas parce que machin. Hein. Si je reviens, je repars, les gars, c'est juste parce que là, ça suit pas, c'est tout. Ouais, ça suit pas, c'est tout en fait. C'est juste parce que des fois, je me réveille le matin et j'ai plus envie de respirer. C'est tout, je dis ça avec le sourire parce qu'il faut dédramatiser. Mais c'est vrai, les gars. On a tout. Vous savez, moi, je suis dans le milieu depuis très longtemps. Depuis 2016, je suis dans le milieu. Et je côtoie les réseaux sociaux depuis 2015. De 2015 à 2016, j'avais déjà commencé à être sur les réseaux sociaux. Et depuis 2017, je suis dans le milieu. Les gars, je connais la vérité. Je sais, toutes les personnes que vous kiffez, que vous voyez, je sais ce qu'elles vivent au fond d'elles. Je sais ce qu'elles vivent dans leur tête. Je sais ce qu'elles se disent tous les matins en se réveillant. On vous fait miroiter cette vie-là, les gars, parce que... ils vous font miroiter cette vie-là parce que c'est ce qu'ils vendent. Vous êtes un produit. Enfin, en tout cas, c'est cette vie qu'ils vous vendent. Ils ne vous vendent pas du e-commerce, ils ne vous vendent pas des formations, ils vous vendent leur vie. Les gens sur les réseaux sociaux, c'est des influenceurs. Ils sont censés vous influencer. Quelqu'un qui est dépressif toute la journée ne va pas t'influencer à faire quoi que ce soit. Tu comprends ? Donc, en fait, c'est ça, les gars. Ici, c'est la vraie vie. C'est pas TikTok. C'est la vraie vie, c'est pas TikTok. Les gars, la vraie vie, c'est différent de ce que tu peux voir, de ce que tu peux vivre sur les réseaux sociaux. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et ça, on aura beau vous le répéter, j'ai l'impression que vous comprenez pas. J'ai l'impression que vous comprenez pas. Ici, c'est la vraie vie, c'est pas TikTok. Donc, les gars, il faut juste continuer, il faut juste se relever, avoir de la résilience. Et c'est ça que j'appelle la loi de l'échec. Pour moi, la loi de l'échec, c'est que un échec n'en est un que si tu abandonnes. Si un échec n'en est un que si tu considères que c'est un échec. Si un échec n'en est un que si tu n'apprends pas de leçon de cet échec. Mais pour moi, l'échec est nécessaire à la réussite. Et ça... Les gars, peu de personnes sur cette terre ont réussi à devenir milliardaires sans échec. Ça n'existe pas. Facebook, ils ont échoué. Ils ont tous échoué. Voilà, je ne vais même pas commencer à nommer de nom. Un moment ou un autre, ils ont tous échoué, frère. Renseigne-toi sur la vie du gars qui a créé Alibaba, tu vas être choqué. Tu vois ? Donc,
comme je disais, excusez-moi, je suis en train de reprendre les points, la loi de l'échec. Voilà. Et pourquoi lancer ce podcast maintenant? Parce que comme je vous ai dit, j'ai besoin d'un exutoire. J'ai besoin d'un endroit où, quand ça va pas, boum, je lâche tout ce que j'ai à lâcher. Pour moi, cet endroit aujourd'hui, c'est ici. C'est ce YouTube où je vais venir souffler. Parce que moi, j'ai du mal à parler à mes proches. Parce que moi, et encore une fois, c'est ces trucs qu'on m'a inculqués, mais j'ai du mal à parler à mes proches pour deux raisons. Première raison, c'est signe de faiblesse. Et pour moi, dans ma tête, mes proches ne doivent pas savoir que j'ai une faiblesse. Parce que c'est moi qui dois porter la maison, c'est moi qui dois porter la famille. Donc, c'est compliqué. Et la deuxième chose, c'est que j'ai besoin de me décharger pour pouvoir repartir à neuf. Et là, je pars au Bénin le 22 octobre. Le 20 octobre et je reviens le 18. Enfin, quelque chose comme ça. Et en gros, là, l'objectif, c'est que à partir de ce voyage au Bénin, parce que dès que je reviens du Bénin, je suis neuf. En ce moment, j'ai de l'énergie pour 6 mois non-stop. Et après, ça recommence à baisser. Donc, le truc, c'est que là, quand je pars au Bénin, je reprends mon énergie. Et quand je reviens, donc à partir de décembre, je vais vlogger tout ce que je vais faire pour vous montrer comment en 6 mois je change de vie. Je ne dis pas que j'ai une vie chaotique aujourd'hui, j'ai une vie tranquille, mais là je veux changer de vie. Là je veux montrer que tous les objectifs que je vais nommer, je vais les atteindre. Je vais vous montrer toutes les séances parce que j'ai trouvé un psy qui serait d'accord qu'on filme certaines de nos séances. Je vais vous filmer les séances chez le psy. Je vais vous filmer mon évolution. Je vais tout vous filmer. Je vais vous filmer ma résilience. Je vais vous filmer les moments où ça va pas. Et c'est dans un concept que je vais lancer qui va s'appeler « Sinon, quelle vie ?» Et pourquoi il s'appelle comme ça? C'est que si on n'avait pas choisi cette vie, on aurait choisi laquelle? Sinon, quelle vie? Donc là, les gars, pourquoi je lance ce podcast maintenant? Je lance ce podcast maintenant parce que je pense que c'est le bon moment entre réussir à maintenir mon mental un peu compliqué et avancer tout simplement et atteindre mes objectifs. Donc voilà, le gang. Non, on n'a pas encore fini. Hein. Ben, la suite, c'est quoi? Ben voilà, le prochain point, c'était la suite, c'est quoi? Ben la suite, c'est ça. La suite, c'est vraiment se relancer, guérir, entre guillemets, ou en tout cas apprendre à vivre avec la maladie mentale. Réussir à soigner un peu sa santé mentale, réussir à avancer. Et voilà. En tout cas, je sais pas. Moi, dites-moi si vous voulez des épisodes de ce podcast. En vrai, je vais pas vous dire ça sort tous les mercredis, tous les jeudis, j'en sais rien. Je pense que c'est pour ça que je pense aussi qu'il percera pas ce podcast. C'est parce que pour que un concept perce, il faut que ce soit régulier, machin. Je vais faire quelques épisodes. Et si vraiment je vois que j'ai le cœur à me dire tous les mercredis, tous les jeudis ou tout le je sais pas quoi ça sort, on le fera. Mais voilà, pour le moment, j'ai pas de. Là, on est quel jour? On est mercredi, donc ça sortira sûrement vendredi. Donc pour le moment, j'ai pas de truc, j'ai pas d'envie de le sortir maintenant. Mais voilà, en tout cas, dites-moi si vous avez kiffé le concept. Dites-moi ce que vous voulez. Mettez-moi en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde. Si tu es arrivé jusque-là dans la vidéo, tu mets SQV, sinon quelle vie en commentaire. Comme ça, je sais qui sont les soldats qui sont restés à m'écouter pendant presque 50 minutes. Et voilà, hein, en tout cas, soyez prêts parce que le film que je vais sortir à mon retour du Bénin, il sortira sûrement début d'année, hein, le temps du montage et tout, etc. Mais le film que je vais sortir de ce voyage, les gars, je pense que vous êtes littéralement pas prêts parce que je vais déconstruire énormément de choses qu'on a essayé de vous mettre dans le crâne. Je vais déconstruire énormément de choses qu'on a essayé de vous apprendre. Et voilà, c'était Emma. C'était le premier épisode du Fou du Bus. J'ai parlé pendant 50 minutes comme un fou du bus. Dites-moi ce que vous en avez pensé concrètement. Est-ce que vous voulez que je continue? Est-ce que c'est un podcast qui peut vous aider, vous, à avancer, à voir des choses? Encore une fois, dites-moi les sujets que vous voulez qu'on aborde. Et voilà, en tout cas, les gars, je suis content d'avoir fait ce podcast comme si j'étais content d'avoir une nouvelle voiture ou je sais pas.
Mais en tout cas, je suis ultra heureux. Et je pense que c'était nécessaire. Et je pense qu'à la fin de chacune de ces épisodes, et c'est ça qui va me pousser à en faire de plus en plus, je pense. Mais je pense qu'à la fin de chacun de ces épisodes, je me sentirai un petit peu mieux. Donc voilà. Que du love. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux. AIMAQDL. Enfin, je mets, ça va apparaître là. Ça va apparaître là. Non, ça va pas apparaître là. Ça va apparaître là. Vous irez en description. Ah, enfin bref. Suivez-moi partout. On se retrouve très vite pour le prochain épisode du Foot du Bus. C'était Ima. Que du love. Bye.